Eh bien voilà, je vous retrouve avec plaisir pour ce live Instagram dédié au vin du coffret. Je laisse évidemment tout le monde se connecter, mais j'aimerais évidemment vous dire à quel point chez Chef d'Œuvre nous sommes heureux de vous retrouver pour ce live Instagram qui sera évidemment placé sous le thème d'abord des retrouvailles et puis surtout du plaisir. L'idée c'est de partager avec vous au travers de ces 45 prochaines minutes évidemment tous les coups de cœur des coffrets de chefs-d'œuvre du mois de septembre, de vous expliquer un petit peu tous ces choix, tout ce que vous avez reçu dans vos coffrets, mais surtout de vous dire un petit peu ce qui nous a fait vibrer et pourquoi on a vibré vraiment, ça c'est la particularité. Donc 45 minutes dédiées au coffret En route vers les étoiles, pour ce coffret également découverte, le coffret absolument rouge 2 bouteilles, absolument rouge 3 bouteilles. On va parler également de ces d'événements chefs-d'œuvre qui vous attendent au mois de septembre, de cette soirée membre qu'on est en train de vous préparer, qui aura lieu le 28 septembre. Bref, si vous suivez ce live, c'est que vous suivez chef-d'œuvre de près et que vous savez que chef-d'œuvre, c'est pas simplement de vendre du vin, c'est aussi beaucoup de chouettes moments et on va vous raconter un petit peu tout ça. Donc je laisse tout le monde se connecter tranquillement et je suis ravi évidemment de vous retrouver après cette petite pause estivale. Alors j'aimerais vous dire simplement qu'on n'a pas fait de live Instagram à la fin août sur les coffrets du mois d'août pour une simple raison, c'est que j'ai des petits problèmes à gérer de famille. Bon, ça peut arriver dans une vie évidemment et ça m'a un petit peu accaparé, mais voilà, nous revoilà, on est au mois de septembre et on est surtout très heureux de vous retrouver à l'aube de cet endroit, enfin de ces moments un petit peu singuliers pour la viticulture. J'aimerais saluer évidemment au passage les viticulteurs qui font en 2022 une vendange absolument magnifique et on espère évidemment pour l'économie du vin, pour le plaisir en tout cas que les vins vont nous procurer, bien sûr que cette année va être au rendez-vous dans les verres et ça a l'air plutôt bien parti en tout cas quand on voit la qualité de la vendange. 2022, on sait déjà que ça va être une belle récolte 2022. Alors, quelques mots donc sur le programme de ce live Instagram qui va durer à peu près 45 minutes. Première chose, un petit mot d'actualité sur les soirées chefs-d'œuvre. On va revenir sur le lab, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant le lab chefs-d'œuvre. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux pour la prochaine édition de ce lab chefs-d'œuvre qui a été un vrai succès. On va parler évidemment de la soirée membre du 28 qui sera autour des cèpes et de la rencontre avec Emmanuelle Bakers qui est une viticultrice qui va nous venir tout droit d'Australie, de la Margaret River. Elle va nous raconter un petit peu son histoire, ses vins, ses profils de Rhône quasiment méridionaux et de côte-rôtie dans l'expression de ses vins. Donc ça va être vraiment une très chouette soirée et je vous invite à venir nombreux à cet événement. On va en parler un petit peu. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet et on va parler de ces coffrets En route vers les étoiles, de ces coups de cœur, de tout ce qui orne un petit peu ces coffrets de septembre. Alors, petit retour sur le lab, très important. On a imaginé pour vous, pendant la fin du mois d'août, un petit parcours dégustation assez expérientiel qui nous a permis de découvrir une trentaine de vins. On a eu à peu près 180 personnes qui sont venues sur 2 jours. C'était de 11 h du matin à 20 h le soir, ici à l'atelier chef-d'œuvre 55 rue de Châteaudun. C'est là que vous avez pu découvrir, pour ceux qui sont venus en tout cas, beaucoup de vins. L'idée c'est vraiment de démocratiser la dégustation un peu comme on le fait pour des professionnels, mais adapté à des particuliers. C'est-à-dire de cocher beaucoup de cases, de rencontrer des sensations, de comparer des choses, de benchmarker également des prix. Et ça, c'est très important parce que dans l'univers du vin, Dieu sait si évidemment le prix plaisir compte. Et donc, on a voulu un petit peu provoquer quelque chose d'assez chouette. Si vous avez profité en tout cas de ces 2 jours et que si vous êtes venus, normalement, vous avez gardé un bon souvenir. En tout cas, on a eu des très bons retours. Et sachez qu'on est déjà en train de préparer la V2 de ce lab qui aura lieu plutôt vers la fin novembre, parce que l'idée c'est qu'on vous fasse découvrir d'autres choses avec une tonalité un peu particulière, peut-être aussi des reliefs par rapport aux truffes blanches, par rapport aux festivités, par rapport à tout ça. Et nous sommes en train de penser tout ça chez Chef d'Œuvre pour que en novembre on se retrouve fin novembre autour d'un nouveau lab qui vous permettra de faire peut-être des petites emplettes ou des choses comme ça pour souligner les plaisirs de Noël. Voilà, je ferme la parenthèse du lab. Donc vous étiez 180 à être venus à ces 2 journées et puis je crois que ça a été un certain succès. En tout cas, les vins ont rencontré un certain succès, donc on reproduira évidemment tout cela. Deuxième petit message, donc soirée 28 septembre, mercredi soir, on va travailler évidemment ce que la nature nous offre dans l'assiette, c'est-à-dire les cèpes. Donc ici, toujours chez Chef d'Œuvre,
On va mettre évidemment le projecteur sur cette merveilleuse année d'ailleurs pour les cèpes qui va nous offrir, je l'espère en tout cas, des cèpes d'incroyable qualité, mais surtout, on va surtout avoir la chance de rencontrer une viticultrice qui nous vient tout droit d'Australie, Emmanuelle Baker. Ça a été un vrai coup de foudre, une vraie rencontre sensorielle pour moi en tout cas à l'aube de cet été, et je voulais absolument partager ces coups de cœur et vous permettre de rencontrer quelqu'un qui fait du vin très très loin. Donc l'idée de cette soirée, ce sera bien entendu découvrir bien sûr les us et coutumes locales, les terroirs locaux, ce qui fait la signature un petit peu de ce domaine, tout en infusion, tout en puissance diffuse, avec des parfums qui sont très méridionaux, qui rappellent un petit peu les grands vins de Châteauneuf, et pour certaines cuvées de Syrah, des belles côtes rôties. Donc vous allez voir, si vous êtes amateur de ces fragrances-là, ça sera peut-être le rendez-vous à prendre dans ces prochains jours. En tout cas, ce sera une belle soirée placée bien sûr sous le thème de la convivialité, de la découverte et bien sûr de la gourmandise, comme toutes les soirées chefs-d'œuvre que nous animons depuis 10 ans. Et puis donc là, je rentre dans le vif du sujet, puisque évidemment le timing est serré pour ces lives Instagram. Donc je vais essayer de regarder, il est 18h07 et je vais essayer de terminer autour de 45. Tout ça en vous parlant évidemment de tous ces coups de cœur, de toutes ces découvertes, de toutes ces choses qu'on a mis un petit peu dans vos coffrets et qui, je l'espère, vont vous régaler pour ceux qui sont abonnés un petit peu à ces coffrets qui maintenant donc fêtent leurs 10 ans, puisque ça fait 10 ans qu'on a créé Chef d'œuvre sur ce principe du partage, de la découverte, de la mise en musique entre guillemets de ces coups de cœur pour créer en fait un véritable parcours de dégustation. Donc si vous ne connaissez pas un petit peu, évidemment il faudra vous plonger un petit peu sur l'offre de Chef d'œuvre et sur le site. Mais voilà, nous ces coffrets, on a voulu simplement faire découvrir des vins, les faire déguster et expliquer pourquoi on aime quelque chose. Et bien sûr après, libre à chacun de retrouver un petit peu ce qui le fait vraiment vibrer. L'idée de ce parcours en fait, c'est vraiment d'être dans un moment expérientiel singulier. Voilà, alors premier coup de projecteur évidemment sur le coffret En route vers les étoiles, c'est les fondations de Chef d'œuvre. 3 bouteilles, 3 instants de consommation, 3 plaisirs différents, 3 plaisirs nuancés. On voulait évidemment vous parler de ces 3 flacons. Je vais baisser un petit peu mon téléphone pour que vous puissiez les admirer pendant que je parle. Petit tour, on va déguster, on vous a parlé un petit peu des 2019 de chez Umbrecht. Je vais vous parler de ce chardonnay absolument merveilleux que j'avais dégusté au printemps dernier au domaine, et qui, bon, pour moi, pousse le curseur de la curiosité encore plus loin quand on est amateur évidemment de grands vins généralement. Mais là, on pousse évidemment dans l'intensité gustative par ce grand millésime quelque chose très loin. Je vous en parle tout de suite. Petit tour à Chablis également pour vous parler un petit peu de cette famille L'Aventureux, qui est un domaine qu'on connaissait très bien quand je travaillais chez Taïwan, mais qui est aujourd'hui incarné par la relève avec David et puis Arnaud, qui sont les fils du domaine d'Aventureux, qui ont repris la propriété en 2010 et qui sont en train d'écrire l'histoire et le renouveau en tout cas d'une partie de Chablis. Et puis cette propriété de Auberget 2019 là, qui est un coup de cœur de Pessac-Léognan, et dans laquelle évidemment on se plonge là dans le Bordeaux du XXIe siècle. On va en parler un petit peu, mais on va essayer de comprendre comment en fait finalement tout ça a un véritable sens quand on est amateur de vin, c'est-à-dire boire des grands vins en mouvement, des régions en mouvement, soulignés bien sûr par des millésimes qui sont ici donc 3 2019. 2019, on le sait, est une année absolument merveilleuse dans l'Hexagone, et elle a enfanté dans la majorité des régions des vins avec des concentrations merveilleuses et aussi des sensations minérales au relief tout à fait singulier. Donc on n'est pas juste sur la maturité, on est sur l'extrait sec et la concentration, et ce millésime dans toute, on va dire dans la majorité des grandes appellations, a fait des vins absolument incroyables. Donc on va mettre un petit peu ce projecteur sur cette vendange 2019 ce soir avec ces coffrets. Alors l'idée de cette dégustation, c'est de commenter, mais c'est aussi de pitcher, et c'est surtout de raconter un petit peu des histoires. Donc n'attendez pas des détails trop techniques sur ces vidéos, je pourrais rentrer évidemment dedans. L'idée vraiment, c'est de vous donner envie, et surtout envie d'aller chercher des sensations nouvelles, puisque vous l'aurez peut-être noté, dans la majorité de ces coffrets, on prend un peu les gens par la main, on a envie surtout de vous emmener vers d'autres sensations, peut-être voire même d'autres plaisirs que ceux qui sont vraiment très établis. Même si c'est pas du snobisme, hein, on est là en train de s'éloigner un petit peu de ce que tout le monde connaît pour pousser votre curiosité un petit peu ailleurs. Et sans curiosité, il n'y a pas de découverte, donc il faut vraiment avoir cet œil un peu aiguisé. Alors cette cuvée Zint de chez Umbrecht n'est pas neuve, elle existe depuis plus de 20 ans, et on a toujours du plaisir à voir un petit peu le potentiel du chardonnay sur les terroirs calcaires qui sont ici donc ceux du Clovinsbull. Et donc le calcaire, c'est vraiment, et le chardonnay, ça fait partie évidemment de ces équations qui fonctionnent très bien, mais dans lesquelles les expressions peuvent varier.
et selon évidemment le style et la méthode que l'on offre évidemment à ce cépage. Et donc, premier plaisir, je voulais vous mettre un petit peu sur la piste de quelque chose de totalement différent, dans la mesure où, le millésime est totalement réussi et transcendant chez Umbrecht, et ça je le dis et vous le signe en dessous, tout ce qui est sorti, pour ceux qui étaient abonnés l'année dernière, on avait mis un Riesling roche calcaire absolument merveilleux, les Clovinsbull 2019 ou les Rangenautan sont à tomber par terre. Franchement, c'est vraiment une récolte exceptionnelle pour le domaine Umbrecht, et dans laquelle l'homogénéité de l'offre est absolument merveilleuse. Même le Muscat Goldert est incroyable cette année-là. Bref, ça fait partie de ces années dont on se rappellera longtemps, peut-être comme des 90 ou des années comme ça, où en fait l'alignement des planètes est tel que on arrive à capter en fait, même sur des cuvées ici qui n'ont pas la prétention du grand cru ou l'intensité d'un grand cru, on arrive à capter un peu des messages supérieurs. Et donc c'est mon pitch, voilà, un chardonnay totalement ahurissant, alsacien, signé par bien sûr un des maîtres de la biodynamie de la région, une propriété dont on ne salue plus quasiment la notoriété parce qu'elle elle dépasse tout ce que l'on peut imaginer. D'ailleurs, les classements récents dans les nouveaux guides de la revue des vins de France ont surclassé totalement cette propriété dans les sommets, c'est-à-dire que là où on est vraiment au-delà des espérances, eh bien, cette propriété fait partie évidemment, avec quelques rares noms de la viticulture, de celles qui sont tout le temps en rendez-vous. Et donc moi j'ai dégusté cette cuvée Zint 2019 au printemps, et ça a été vraiment un vrai coup de cœur, puisque le chardonnay dans sa dimension variétale avec un petit peu de terroir, ok, mais des fois il manque un petit peu d'empreinte, ou il manque un petit peu d'équation plaisir. Là franchement j'ai trouvé ça absolument merveilleux, et je voulais partager évidemment ce coup de cœur avec vous. Alors, pour la petite anecdote, on sort un petit peu des codes bourguignons, puisqu'on n'a pas du tout ces fermentations en pièces et en barriques qui vont orienter un petit peu la structure et surtout le relief aromatique de cette cuvée. Là, l'idée, c'est de comprendre un petit peu le chardonnay dans une dimension un tout petit peu plus exotique, mais sans tomber dans le stéréotype du chardonnay exotique. C'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est qu'on est dans la maturité d'un raisin très abouti, sans aller chercher une dimension, on va dire, sur-mûre, voire caractéristique de ce qu'on pourrait avoir comme un chardonnay, vous savez, qui tire un peu sur l'ananas, la passion et toutes ces instances-là. Là, on a vraiment quelque chose qui suggère un raisin très mûr, d'une naturalité absolument éblouissante, avec un vrai prisme minéral derrière, et surtout après une bouche totalement parfaitement construite, quelque chose de vraiment très très excitant quand on aime évidemment la dimension des grands vins. Alors on va en parler un petit peu évidemment dans le verre. Donc ça a été fermenté en levure indigène, vous le savez plus que chez Umbrecht, de toute façon on ne triche pas sur ce genre de choses, avec évidemment une maturité soutenue. Alors c'est un chardonnay qui à naissance faisait 13 d'alcool acquis, donc on n'est pas dans les excès d'une maturité, d'une surmaturité ou d'une intensité, une concentration trop prononcée, et ça j'ai vraiment adoré. C'est-à-dire on arrive à faire passer des messages de maturité tout en restant des alcools relativement modérés, et ça a été vraiment très agréable à la découverte de cette bouteille. Ensuite au nez, eh bien, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'assez happant en fait. On est mûr, mais on joue également sur le contraste de la fraîcheur et de l'amertume très fine. On a joué vraiment avec les peaux, on a joué avec les lits. On va jouer en fait avec tous les éléments qui vont contraster le sentiment de maturité et voire de surmaturité aromatique du chardonnay. Et ça me plaît parce que en fait, on est dans un chardonnay qui est plus réducteur qu'exotique, avec un sentiment haut de maturité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, dans le verre, va se traduire par des instances de poire intense, de pamplemousse, de notes avec ces nez de lie fine, cette petite réduction très fine également qui va épouser un petit peu l'ensemble et qui va apporter une forme de complexité naturelle. Ensuite, quand vous l'aérerez, vous aurez des instances un peu mentholées, vous avez presque la craie, des notes, des nuances un petit peu fraîches, de fleurs blanches. On aurait en fait le prisme du chardonnay dans sa lecture dans des secteurs septentrionaux de Bourgogne par exemple, mais avec quelque chose d'un petit peu plus dense en maturité. On pourrait dire des petits rendements dans Lyon typiquement si je comparais, hein. Avec quelque chose de très chouette. Et en bouche, je vous remonte pour ceux qui nous ont pris en live la dégustation. Si vous avez reçu cette bouteille dans votre coffret, s'il y a trois choses sur lesquelles vous devez vous pencher, c'est vraiment l'équation du gras sec, de la sapidité, de la salivation, très salivant sur les côtés, et le sel. Le sel, c'est le calcaire, et le sel, il est sur le creux de la langue, et il imprime comme ça, avec une persistance aromatique assez insolente, cette finale de bouche. Et on a en fait pas le caractère beurré, lactique, noiseté du chardonnay. En fait, on est sur un chardonnay
de sel, salin, agrumes, pamplemousse. Cette petite dimension avec cette très fine amertume qui va challenger un petit peu comme ça à la fin de bouche. Donc on ne tombe pas dans l'univers un petit peu trop, on va dire, roudoudou, cocooning du chardonnay. On a quelque chose qui est extrêmement salivant, avec une capacité à tirer la salive comme ça, de manière vraiment spectaculaire. Et ce que j'aime dire dans cette cuvée, c'est que, en fait, on n'est pas variétal, on est terroir clairement, on a vraiment ce prisme du sel et du calcaire qui est là, et on est extrêmement mûr, et donc avec ce coffre et cette concentration naturelle des extraits secs, mais on a quelque chose qui est extrêmement rythmé, extrêmement frais, et qui va tirer comme ça beaucoup de rythme. Et moi, ce que je crains évidemment dans les prouesses qu'on essaye de faire autour du chardonnay souvent, c'est tomber dans la caricature, dans l'exotisme, dans le roudoudou, etc. Là, en fait, pas du tout. On a affaire à quelque chose qui est mûr, qui a de la concentration et du sel et du rythme, bien sûr, en sortant évidemment des grandes appellations ou des grandes régions où le chardonnay rayonne. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans cette bouteille, c'est qu'on a osé le planter sur des beaux lieux. Donc le Clovinsbull, bien sûr, terroir évidemment magnifique aujourd'hui dans cette proposition de la gamme d'Olivier Humbrecht, qui évidemment fait des étincelles, quel que soit le cépage. C'est à ça qu'on reconnaît évidemment un très grand terroir et évidemment un lieu supérieur aux autres. C'est à cette capacité d'emmener des cépages ailleurs que ce qu'ils ne peuvent proposer eux-mêmes dans leur simple maturité ou surmaturité parfois. Et donc ça, c'est très lisible, que ce soit les Pinot Gris, les Riesling, évidemment aussi d'autres terroirs, d'autres cépages. Quand on le voit sur ces terroirs du navire, on a une forme de supériorité naturelle du lieu qui transcende un petit peu la dimension variétale, et ça c'est très excitant, évidemment, quand on est amateur et quand on essaye d'aller creuser derrière simplement la façade pour voir un petit peu la profondeur terroir qui peut avoir derrière tous ces sous-sols. Alors un dernier mot pour terminer avec cette bouteille de Chardonnay Zint 2019 de chez Humbrecht. Je trouve que c'est un vin qui donne soif, qui tire beaucoup la salive et qui prendra la place, je pense, de certains Riesling, parce que on est encore sur les sensations agrumées, on est encore sur le citron confit, sur ce caractère un petit peu menthol. Et je pense que là, vous me voyez venir là, c'est la fin à la fin du mois, c'est les premières Saint-Jacques. Pour moi, c'est le Carpaccio de Saint-Jacques, c'est le petit gel d'agrumes, c'est les herbes fraîches, c'est des sensations en fait qui peuvent être un petit peu marines. C'est ce caractère aussi peut-être un peu marin qui pourra revenir avec l'iode qui va se réveiller dans nos assiettes au mois d'octobre, au mois de novembre, décembre. Bref, tout ça va être intéressant et il va falloir bien sûr voir cette bouteille non pas simplement comme un joli vin de conversation ou d'apéro, mais peut-être comme un joli vin d'accord mets et vins. Et je pense que vous pourrez faire des choses très très chouettes, en tout cas si vous jouez sur ces tonalités un peu marine, iodée, agrumes, salines. Voilà. Alors je ferme la parenthèse, vous l'avez compris, là il y a un phénomène très singulier. On n'aura peut-être pas dit la même chose sur d'autres millésimes au domaine, sur ce chardonnay, mais là franchement la prouesse est totale et j'adore cette cuvée pour évidemment la profondeur de ses sens et bien sûr le caractère un petit peu outsider qu'elle propose. C'était un peu la bouteille qui mériterait de la concentration sur cette stimulation. Deuxième acte de ce coffret en route vers les étoiles, 3 bouteilles. Alors là, vous l'aurez compris, on revient sur un territoire qui est bien sûr beaucoup plus connu, qui est Chablis. Chablis, ici, toujours sur 2019, des frères L'Aventureux maintenant qui sont à la tête de cette propriété en mouvement. Ce que j'aimerais simplement souligner sur l'appellation Chablis, on en parle évidemment comme l'appellation la plus célèbre du monde, c'est le vin que tout le monde connaît lorsqu'on veut citer un grand vin blanc sec, mais Chablis reste quand même, et il faut le dire quand même avec fermeté, ça reste quand même l'appellation un peu plus la plus galvaudée de l'intégralité de Chablis. Je dirais pas la même chose sur les premiers crus ou les grands crus, ou même quelle que soit la taille du domaine, l'éthique ou tout le type de viticulture qu'on peut faire dessus. Il y a une forme d'homogénéité quand même qualitative qui tire un peu vers le haut, vers les premiers crus et les grands crus. Mais sur les villages, je peux vous assurer que la guerre du volume est telle qu'on n'a pas forcément les mêmes réflexes. On n'a pas les mêmes réflexes sur ces appellations-là. Ça se vend comme des petits pains à la sortie de la boulangerie. Et on n'a pas forcément envie de mettre les petits pains dans les grands. Donc moi, mon conseil, si vous voulez savoir qui fait bon dans des belles appellations de Chablis, goûtez déjà les villages. Et si vous êtes satisfait par certains villages,
eh bien vous serez satisfait bien sûr par les premiers crus et les grands crus, c'est une évidence. Alors si on sort évidemment de toutes ces domaines qu'on vous a fait découvrir chez Chef-d'œuvre comme Jean-Paul et Benoît Drouin, Virginie Moreau-Naudet, toutes ces appellations, tous ces grands domaines qui ont odeur de Ravenot, de Vissa, écrivent et continuent et perpétuent, on pourra en citer d'autres bien entendu, hein, Romain Bessin par exemple, et puis d'autres domaines qu'on vous a fait découvrir dans ces coffrets-là. On voulait évidemment souligner la performance et surtout le coup d'éclat hein, de cette vendange 2019 qui là a permis évidemment une concentration superbe des raisins et qui fait échapper un petit peu Chablis Village du caractère un peu monolithique simple que l'on peut avoir en jeunesse. Et je voulais partager évidemment ce coup de cœur avec vous parce que sur 2019 là j'ai vraiment vrillé et j'ai vraiment adoré cette proposition. Donc bouteille sympathique cirée que j'ai ouvert il y a une petite quinzaine de minutes qui maintenant commence à être extrêmement efficace. Alors qu'est-ce qu'on doit rechercher dans un Chablis Village? Parce que ça c'est ça aussi la question. Chablis c'est tellement vaste, c'est tellement on va dire galvaudé que on n'est pas que sur le sentiment du peps, de la tonalité, du vin un peu qui kick comme ça les papilles et il faut aller chercher la dimension du lieu, du terroir chablisien totalement à part et il faut surtout avoir cette équation entre ouverture aromatique, soufre et capacité à tenir dans le temps qui soit suffisamment judicieuse. J'ai ouvert récemment des Chablis qui étaient de grands domaines très très connus mais tellement bridés au soufre qu'on n'avait quasiment pas envie de... Enfin, on les buvait avec un fouet en se disant que c'était bon, on se mettait presque un petit coup dans le dos en se disant « Ah oui mais bon c'est encore un peu tôt, patati patata ». Là bon moi j'ai envie de dire que c'était une autre époque du vin. Maintenant, j'aimerais que on retrouve des Chablis villages ou des petits Chablis qui ont une forme de dimension, de concentration, de maturité et aussi d'ouverture aromatique, c'est le plus important, qui sont au rendez-vous de ce que les consommateurs viennent chercher. Et là, vous allez voir ce Chablis 2019 et une forme d'amabilité que j'ai trouvé absolument merveilleux, tout en respectant évidemment cette identité terroir, sans tomber dans la frange des vins totalement olé olé. Et ça c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir évidemment mettre des mots sur des sens sur un Chablis Village qui a 2 ans à 3 ans de bouteille comme ça, est totalement épanoui, très pur, très net et surtout très expressif. Et puis surtout, eh bien, j'ai fait ce choix parce que Chablis en Bourgogne, à l'heure où la Bourgogne explose un petit peu, elle nous échappe un petit peu parce que là on a des prix en Côte d'Or qui deviennent quand même assez dissuasifs. Chablis reste d'une certaine manière un fil conducteur entre les amateurs de Grand Bourgogne et le terroir qui est assez intéressant. Et si vous vous penchez un petit peu sur l'offre chablisienne aujourd'hui, quand on voit que la majorité des premiers crus sont autour d'une trentaine d'euros et qu'ils ont 15 ou 20 ans, des fois de potentiel de vieillissement, et quand on voit les grands crus aussi qui sont autour d'une cinquantaine, voire 75 pour les domaines les plus ambitieux, mais globalement, on n'est pas dans l'exagération totale par rapport à la hiérarchie naturelle bourguignonne que vous connaissez tous, ce système pyramidal. Je trouve que Chablis nous ramène un petit peu à la réalité des grands vins de Bourgogne, là où d'autres nous échappent, et je trouve que c'est plutôt chouette. Donc c'était un petit peu mon message, évidemment, dans cette période où tout devient un peu n'importe quoi. Alors, pour revenir un petit peu à ce Chablis, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que déjà, on n'a pas du tout donc de vin bridé au soufre, on n'a pas ce côté un peu pétard qui est omniprésent qu'on peut avoir, qui se mélange avec ces instances de coquillage, d'huîtres, de choses comme ça. Souvent, on aime souligner ça, mais là, on a une vraie ouverture. Hein. On sent le chardonnay dans ses fines instances de noisettes fraîches du Piémont, on a la coquillage, on a l'huître, on a la dimension poudre de craie qui sont là. Cette dimension en fait d'un peu de fruits à coque qui vient tranquillement s'agrémenter autour d'un prisme qui est un mélange salin, agrumé et crayeux. C'est quelque chose qui en fait rend le nez de ce Chablis très agréable. On sent qu'il y a une forme de concentration dès le bouquet et ça c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que 2019 ça n'a pas fait beaucoup de raisins, mais ça a fait des raisins qui ont une concentration intense et ça se lit clairement déjà dans le bouquet de ce Chablis Village de chez l'Aventureux. Et puis en fait après je dirais qu'on a cette petite frange d'ouverture, d'évolution très lente de ce Chablis Village qui le sort de la phase aromatique fermentaire qu'on connaît tous, du Chablis jeune, etc. Là j'aime bien cette dimension, on commence à basculer tranquillement sur la vraie ouverture. Alors sachez que c'est les vins qui ont fait des longs élevages, hein. Moi je pense que Chablis doit sortir du cercle totalement, on va dire, contraignant de ces mises sur le marché trop tôt, trop précoces. On doit faire des longs élevages sur des petits Chablis, on doit faire des longs élevages sur des Chablis Village et on doit faire des longs élevages sur des premiers crus et des grands crus parce que c'est ce que Chablis mérite.
Je sais que la pression mondiale, la demande, patati patata, tout le monde veut son Chablis de l'année et autres très tôt. Mais franchement, l'expression des grands terroirs de Chablis, elle passe par le temps. Et ça, c'est mon message au travers de ce Chablis dans votre coffret en route vers les étoiles chez Chef d'Œuvre. C'est qu'on a besoin d'attendre un petit peu ces vins-là pour exprimer le maximum du potentiel. Allez, on passe en bouche. Vous allez voir, c'est très excitant et c'est très sympathique, en tout cas pour ceux qui ont la bouteille à la maison. Je salue au passage Catherine qui nous regarde et qui, j'espère, depuis qu'elle nous a quittés, passe de belles vacances. Alors, en bouche, vous allez voir ce Chablis, il a tous les attributs de ce qu'on doit avoir sur un millésime de maturité et de fraîcheur. Un peu de concentration, de la maturité, pas trop de gras sec. On est extrêmement salivant, très sapide. On a un pH qui en fait a été, on va dire, un peu sauvé par la concentration, parce que c'était mûr, mais on avait une acidité qui était assez concentrée aussi. C'est un peu le profil de 2019, même si on a eu très chaud, hein, ils n'étaient pas habitués à ce genre de concentration dans l'appellation. Typiquement, on s'éloigne des profils que moi j'adore, comme 2014 à Chablis, qui était un millésime absolument merveilleux pour l'appellation. On a un peu plus de concentration et de volume de bouche, mais on est quand même bien sapide, bien salivant. On n'est pas juste dans la boule de maturité où la dimension crémeuse prend le pas sur le reste et où on a tendance à perdre un petit peu la lecture du sol. Vous voyez, si je ramenais un petit peu la réflexion à Sancerre, eh bien je dirais que sur 2019, eh bien on a perdu des fois beaucoup des messages intenses liés au sous-sol. On a plus de confort et de dimension généreuse que de dimension terroir. Et là, je trouve que sur ce Chablis 2019, il y en a eu d'autres qui étaient un petit peu dans cette veine de qualité qu'on a présenté un petit peu chez Chef d'Œuvre, mais on perd un petit peu d'une certaine manière on n'a pas perdu totalement dans ce vin le fil salin, minéral, crayeux, qui est la promesse un petit peu de Chablis. Et je voulais simplement parler un petit peu de cette cuvée pour souligner le plaisir et surtout le pédigré de cette bouteille qui a quelque chose de singulier. On n'est pas juste sur le Chablis sympathique qu'on ouvre sur le capot de la bagnole comme ça avec des huîtres, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose d'un peu plus intense. Alors évidemment tout ça m'amène aux réflexions sur la hiérarchisation de Chablis, dans laquelle, bon là on a plusieurs parcelles, on n'est pas sur du monoparcellaire, on a pas mal de choses. Dans un Chablis village, chacun compose avec ce qu'il a. Mais je pense que si on élevait plus longtemps la majorité des Chablis villages, on irait beaucoup plus loin en termes de ressenti et de plaisir, de profondeur et de complexité. Mais le consommateur en a décidé autrement, le marché en a décidé autrement. Mon message est un peu militant, mais je pense que Chablis doit sortir de ça. Et c'était un petit peu évidemment ces propos qui étayent évidemment le plaisir et surtout le relief apporté par cette bouteille de Chablis Village 2019 de chez l'Aventureux. Bref, donc deux bouteilles, deux Chardonnay de 2019 ici qui sont totalement opposées en termes de sensations. Évidemment, on va dire que on a affaire à des beaux auteurs, mais on a des instances minérales qui évoluent. Et ça, si vous êtes abonné au coffret Chef d'Œuvre ou si vous êtes souvent dans les masterclass, vous savez qu'on aime bien faire des comparaisons comme ça pour étayer un petit peu les différences de plaisir avec le même cépage, la même vendange et des traitements un petit peu différents pour bien sûr piquer votre curiosité. Alors, dernier vin de ce coffret en route vers les étoiles, et là on passe bien sûr au Bordelais, mais on va dire au Bordelais du 21e siècle. Je voulais vous parler un petit peu de cette propriété qui m'avait un petit peu tapé dans l'œil dans certains millésimes que j'ai dégusté à l'aveugle et qui a été un vrai coup de cœur, cette cuvée Paul de Château-Auberget, qui est une propriété en train d'évoluer à toute vitesse avec donc Paul Garcin qui a sa tête qui donne une forme de souffle particulier. J'aime cette idée en tout cas que on sorte un petit peu d'abord des codes aromatiques et sensoriels de ce que Bordeaux a toujours proposé, même si le classicisme ne me fait pas fuir. J'aime cette idée que la région soit en mouvement. Là, on a bien sûr cette équation avec le millésime 2019 qui est merveilleux à Bordeaux, qui va évidemment mériter un petit peu de temps. Il va falloir un peu de sagesse, évidemment, pour attendre cette belle année. Ça rappellera un peu 2016 dans sa constitution, maturité, sensation, fraîcheur. Peut-être un peu plus puissant que les 16, mais globalement, 2019 aura été un millésime à Bordeaux absolument merveilleux dans tous ses contours. Il faudra bien sûr voir évoluer aussi ce millésime dans le verre, et bien sûr avec les différents traitements, différents styles, tout ce qu'on va d'une certaine manière voir arriver de plus en plus dans la région de Bordeaux, parce qu'elle n'est pas juste dominée par des grands crus classés, des 855 qui font des vins et toujours un petit peu de la même chose, de la même manière.
Là, on a affaire à une nouvelle révolution stylistique avec des gens qui tentent de l'amphore, du grès, des œufs béton, des choses comme ça et qui vont d'une certaine manière sortir Bordeaux de ce qu'on a eu connu. Et je voulais un petit peu illustrer cette cuvée Paul ici à Pessac avec ce message. Donc vous allez pouvoir évidemment la déguster avec moi, mettre des mots sur l'essence et puis surtout un petit peu comprendre un petit peu les attributs de cette vendange 2019, mais surtout après comprendre un peu ce que le traitement de cette cuvée Paul en cave peut apporter en termes de sensations. Alors, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas du tout affaire sur 2019 à des Cabernet Pyrazine, c'est qu'on n'est pas sur le poivron et tout ce qu'on a un petit peu sur la limite de la maturité. Ici, on est clairement bien mûr, on est clairement bien avancé en termes de densité, de fruits, de jutosité, avec ces instances un petit peu de gelée de cassis, de poivron doux mais très léger, ce caractère un petit peu ligneux, très fin, qui va juste souligner un petit peu avec une petite feuille de menthe comme ça la maturité soutenue du fruit. C'est quelque chose d'assez expressif, assez libéré, sans bois. Vous noterez qu'il n'y a quasiment pas de notes torréfiées. Enfin, tous ceux qui ont reçu la bouteille à la maison dans leur coffret noteront qu'on n'est pas du tout sur les instances de moka, fumée, bois brûlé du bois, graphite que tout le monde a évidemment en tête quand on évoque Bordeaux et particulièrement Pessac-Léognan. On revient à une forme de dimension très juvénile et expressive avec un côté très débridé en fait de la matière, avec une précision qui reste évidemment assez admirable. Alors, quand moi je sens ça, je me dis, bon, on a affaire à une lecture extrêmement avenante, en tout cas, de ces cépages-là, qui annonce une forme de douceur et de suavité. Et on n'a pas l'habitude de ça sur des jeunes Bordeaux, et surtout, même si Pessac-Léognan reste évidemment ce gant un peu de velours qu'on apprécie évidemment on va dire dans la région, on a quand même une forme de cocooning et de plaisir immédiat qui est assez sympathique. Alors, le choix de ce vin, il est bien sûr induit par le grain, la salivation et surtout le calibre des tanins. Parce que, évidemment, les cépages bordelais, on les connaît bien sûr sur la structure et sur tout ce qu'ils peuvent proposer en termes de puissance. Mais ce que j'aime dans ce vin, c'est une puissance aromatique, c'est pas une puissance structurelle. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère en tout cas pour ceux qui consomment du vin et qui en boivent régulièrement, de plaisir où la puissance passe par l'émotion aromatique, pas forcément structurelle. Et je m'explique un petit peu, je crois que l'ère des vins qui sont très denses, très appuyés, très extraits, où l'acidité rencontre la sève, des tanins, etc., est un peu révolue. On a en fait, je pense, aujourd'hui, un public qui est beaucoup plus, et moi j'en suis peut-être un des meilleurs exemples, je suis beaucoup plus sensible à des intensités de parfum qu'à des puissances structurelles. Et donc là on arrive à faire, excusez-moi, petit dérangement de téléphone. J'avais pas mis mon téléphone do not disturb, mais en fait on a affaire à un Pessac-Léognan extrêmement parfumé et intense en parfum et non structurel. On n'a pas de tanins qui viennent sécher la bouche. On n'a pas en fait les tanins sont relativement suaves et enrobés dans la matière et les messages sont relativement longs et intenses. Et donc c'est mon message. Je voulais évidemment vous parler de cette cuvée de Paul de Auberget pour souligner simplement cette particularité de savoir-faire et d'élevage. Alors, ce sont des foudres, un petit peu d'œufs pour la vinification. On met peu de soufre, on est sur des protections qui sont relativement raisonnables et qui permettent évidemment un peu d'évolution, mais sans forcément tomber dans le stéréotype du vin nature complètement débridé, etc. Je trouve que là, on est sur un jeu d'équilibre absolument merveilleux et qui me donne beaucoup de plaisir, en tout cas, en termes de sensations. Et si vous buvez, parce que ce vin a un caractère très digeste, vous allez voir, ça fait 13,5 d'alcool. Donc moi j'aime bien cette idée des Bordeaux à 13,5, c'est là que je les trouve les plus sapides, les plus salivants. Et bien vous retrouverez une persistance aromatique intense supérieure à ce qu'on peut escompter en tout cas d'une bouteille à ce prix. Et ça c'est vraiment intéressant également, c'est mon message. Je pense qu'on en a sur cette vendange 2019 en tout cas avec cette cuvée Paul d'Auberget, beaucoup plus que pour son argent. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut... J'ai des cuvées de 2017, alors je lis évidemment les commentaires. Alors, les 2017 était une année à Bordeaux qui était, je réponds à la question qui est, est-ce qu'on peut garder les 2017, est-ce que ça t'a conservé longtemps?
Alors j'ai pas goûté cuvée Paul 2017 récemment, mais pour la petite anecdote, à Bordeaux, c'est un millésime où on a un peu gelé, il y a eu entre les propriétés des écarts de maturité un peu différents, des écarts de concentration également. Je pense que 2017, in fine, a fait des jolis vins, mais qui vont passer un peu dans l'ombre d'autres années dans la région, parce qu'on en a produit peu parfois. Et c'est un millésime qu'il va falloir prendre avec un peu de recul, parce que le reste, enfin, ce qui est né naturellement concentré et assez mûr quand même. Et d'une certaine manière, je crois que cette vendange 2017 va nous réserver des belles surprises. Mais il faut peut-être pas la prendre maintenant dans son intégralité de sensations. Je pense qu'il faut l'attendre un peu plus longtemps que des millésimes classiques, entre guillemets. Alors, je reviens à mon Auberger 2019 et vous dire que simplement, ça, moi, en tant que bourguignon, de quelqu'un qui a un palais du Nord, qui aime la salivation, qui aime les fruits mûrs et scintillants, je peux vous assurer que ça, je suis capable de me taper la bouteille. Et ça, pour un bourguignon, je peux vous assurer que c'est quand même particulièrement spécial. J'aime cette idée, moi, qu'on fasse des vins en salivation, en parfum, et pas forcément en structure. Et Pessac-Léognan, évidemment, dans ce château Berger cuvée Paul, nous donne évidemment ce sentiment. Voilà pour cette introduction de ces 3 vins, donc vous l'avez compris, 3 instants de consommation, 3 plaisirs, et surtout, bon ben voilà, 2 instances particulières sur le Chardonnay, sur cette vendange 2019 qui m'ont fait vraiment vibrer. Du très beau travail bien sûr dans les vignes, mais surtout après des vins qui boxent au-delà de leur catégorie à mon avis, respective. Et puis ben, cet outsider stylistique qu'il faudra suivre de près si vous aimez les vins fins et parfumés. Hein, ça c'est vraiment intéressant. Très très belle bouteille. On parle d'une bouteille évidemment abordable, hein, puisque ça vaut 25 € en moyenne sur le marché. Ce qui pour des domaines qui sont en biodynamique depuis 2015, évidemment, est intéressant à Pessac-Léognan. On va ensuite aborder le coffret découverte de ce mois de septembre. Découverte, c'est toujours 2 vins différents, mais 2 vins... enfin, alors là, vous avez retrouvé cette cuvée Zin, parce qu'on a pu évidemment la faire découvrir au maximum de personnes. Le prix, le plaisir était là, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais je vais vous parler un petit peu de cette deuxième bouteille qu'on a sélectionnée, et qui est ici une cuvée d'un domaine qu'on a toujours plus ou moins connu. Quand je travaillais chez Taïwan, je connaissais évidemment le domaine de Montvac et cette propriété avec cette cuvée arabesque en Vaqueras. Mais il y a un truc qui s'est passé sur les derniers millésimes et je veux absolument vous en parler. D'abord sur l'interprétation de la vendange, de la maturité, puis du pressoir et en fait de la qualité simplement sensorielle des jus. Énorme coup de cœur à dégustation, domaine des Espiers à l'époque. Vous connaissez tous peut-être Philippe Lertoux au domaine des Espiers. Les 2020 étaient vraiment, vraiment délicieux. Et donc son ex-épouse, ici au domaine de Montvac, on a en fait ce même sentiment où 2020 en fait appose par sa griffe, par sa pureté, par sa netteté, un sentiment de maturité apaisé sur Vaqueras et beaucoup plus de précision. Fini la structure, fini les densités intenses, les sucrosités, les surmaturations des grenaches, où en fait ici, ou à l'époque on était dans les règnes de la sucrosité et de l'amertume. Hein. Là, je trouvais la juxtaposition des messages et la précision aromatique vraiment très très belle. Et je voulais absolument vous faire déguster cette cuvée arabesque qui met en lumière 70% de grenache, mais après avec d'autres cépages. Parce que sur Vaqueras, on a un relais prix plaisir vraiment merveilleux. On parle d'une bouteille très abordable, hein, je lis mes notes en même temps, mais c'est une bouteille à 15 €. Donc on boxe dans une catégorie de vin extrêmement abordable. Et vous voyez, ça c'est très très chouette. Vous voyez, je vous montre comme ça sur la vidéo. Mais moi, des grenaches comme ça, infusées, un peu rubis, lumineuses, on peut lire à travers. On n'est pas sur ce sentiment surextrait ou surdense de la vallée du Rhône méridionale. J'aime cette idée, moi, de ces messages plus évanescents. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. J'aime ces messages fins, des parfums, plus que la structure. Et donc, vous allez pouvoir évidemment ici vous plonger dans un cocktail savoureux où en fait, Arabesque illustre un petit peu le potentiel de Vaqueras sur ces lectures un peu plus évanescentes et fines. Alors dans le verre, vous allez voir, c'est
très intéressant puisque vous plongerez dans une petite gelée de framboise, on a ce côté framboise sauvage à l'eau de vie avec un petit peu de feuilles de sauge et des petites notes un peu mentholées au milieu de tout ça. C'est quelque chose d'assez de contraste, un contraste de douceur de maturité de fruits, d'acidulé et à la fois de végétal frais, sans tomber bien sûr sur le mauvais végétal, donc ça je trouve ça vraiment très excitant. Ensuite, vous retrouvez des codes que vous avez dans Châteauneuf, mais sur des terroirs qui sont un petit peu plus sablonneux, où la grenache devient un peu plus dentelle, où elle devient un peu plus évanescente et fleurie. On n'est pas forcément sur des grosses structures de Châteauneuf comme on les connaît. Dans l'instant, c'est un peu plus confite sur la tomate séchée, etc. Là, on a vraiment quelque chose de très parfumé, très embaumant. C'est un peu un bouquet de fleurs parfumées à la grenache, si vous voulez ce que je veux dire. Vous voyez, ce petit côté un peu framboise sauvage à l'eau de vie et menthol en même temps. En tout cas, beaucoup de pureté, beaucoup de netteté, et vous noterez que les esters alcooliques sont très nets. On n'a pas ce côté eau de vie de grain, un peu chaleureux, cette dimension un petit peu trop chaude de la matière. Moi, j'aime cette idée, en tout cas, que les grenaches, même si elles naissent de plus en plus dans des années denses, ne portent pas forcément des messages d'hyperpuissance. Et ça, cette cuvée arabesque, pour moi, compose avec ses attributs. Elle a quelque chose de très subtil dans le parfum qui me font, en tout cas, moi, un peu décoller. En bouche, sans être quelque chose de trop surdimensionnel, vous noterez qu'on est dans le croquant, dans la grenache croquante, acidulée et parfumée. On a un vrai message persistant qui dépasse largement les espérances souvent de certains vins à ce prix, mais surtout on a quelque chose qui donne soif en même temps que ça donne du plaisir. Moi j'aime cette idée-là, en tout cas qu'on ne soit pas simplement dans la dimension entre guillemets onctueuse et suave du sud, on est dans quelque chose qui va aller chercher un peu la salive comme ça et qui va donner soif en même temps que ça nourrit et que ça donne évidemment des messages aromatiques méridionaux. Et donc cette appellation Vaqueras, même si elle n'a pas forcément les attributs de Gigondas ou de Châteauneuf, elle a d'autres attributs, notamment cette sapidité, ce calcaire. On dirait que Vaqueras est dans la région ce que les Côtes de Castillon sont à Saint-Émilion par exemple. On n'est pas dans la même dimension, mais on a ce grain, on a cette salivation, on a quelque chose en fait qui va tirer un peu plus la salive et qui va donner envie d'y revenir. D'ailleurs, j'y retourne. Alors vous voyez, quand moi je goûte ça là, et que je le compare simplement à ce que j'ai connu au domaine ou dans les autres régions, dans les autres vins de l'appellation, je me suis dit plusieurs choses. Où sont passées la sucrosité, où est passée l'amertume, vous savez, de ces grenaches un peu surmûres, etc., qui des fois devenaient quasiment dérangeantes. Et là, je me dis que on touche du doigt à beaucoup plus de subtilité et de finesse. Et moi, je suis très heureux que ces appellations du Sud, et particulièrement la vallée du Rhône méridionale, soient dans la course maintenant de ces messages plus fins, au lieu d'avoir des messages structuraux et intenses, où tout le monde évidemment est venu mettre avant tout des notes et de la concentration, mais pas forcément du plaisir. Et c'est mon message autour de cette bouteille. Voilà, alors je ferme la parenthèse et je renchaîne directement avec les coffrets Absolument Rouge, 3 bouteilles, parce que là il y a un véritable coup de cœur, un vrai coup de cœur et une vraie anecdote par rapport ça, les amis, il faut que vous goûtiez ça, parce que ça a été un vrai coup de cœur de la Paulée des vins de l'Anjou, qui s'est passé à Saumur cette année, puisqu'ils ont élargi un petit peu cette dégustation estivale, quasi estivale, fin juin, au Saumurois cette année. Et donc bravo à tous les acteurs, à tous les protagonistes qui font connaître un petit peu la Loire au travers de ce salon. Pour ceux qui n'ont jamais connu ça, eh bien, au mois de juin, vous avez à peu près 180 cuvées en dégustation libre, où la majorité des bons acteurs avec des viticultures engagées sont au rendez-vous de leur histoire, avec des clients, des particuliers, des professionnels, et aussi beaucoup de belles découvertes. Et donc classé par appellation, classé par type de vin, vous avez à peu près 180 bouteilles à déguster. Alors je les ai toutes dégustées, ça m'a pris une bonne après-midi, et sincèrement quand je suis tombé sur cette cuvée, les châtaigniers du domaine Pierre-Adrien Vadé, là moi les amis, je me suis dit ouf,
c'est quelque chose qu'il faut absolument aller guetter. En tout cas, moi, c'était la première fois que je rencontrais le vin, enfin surtout cette cuvée Les Châtaigniers dans un verre, et c'était 2019, donc ça s'alignait parfaitement avec évidemment ce triptyque qu'on essaye de vous proposer à travers ces coffrets de tout à l'heure. On disait que c'était une belle année partout, mais les Cabernets Francs ont fait des vins merveilleux également, tout en gardant un petit peu leur esprit ligérien, c'est-à-dire à 12,5 d'alcool. Donc ça, c'est vraiment très intéressant d'aller voir un petit peu. Donc c'est un domaine évidemment qui aujourd'hui fait un petit peu parler de lui. Pierre-Adrien, c'est lui qui a repris cette propriété familiale et qui l'a hissé vers des sommets différents d'expression. Ici, des terroirs un tout petit peu sablonneux qui vont donner un grain un peu salivant, quelque chose de fin. Structurellement parlant, c'est parfumé, intense, sapide et long. C'est pas juste de la concentration d'un beau millésime sur du cabernet. Et j'ai adoré cette proposition artistique, en tout cas, du domaine, qui m'a vraiment régalé. Pour la petite anecdote, sur la table, il y avait quand même des très très belles signatures. Il y avait, on va dire, Mathieu Vallée à Château-Yvonne, que je salue au passage et dont j'adore les vins. Et puis il y avait le Clos Rougeard 2016, les Poyers 2016 qui étaient à côté, que j'ai moins apprécié parce que je trouvais le dernier 2016 un tout petit peu sur l'élevage, un petit peu trop marqué sur ça, et j'ai beaucoup moins vibré en tout cas sur un Poyer 2016 que sur ça. Et ça, c'est aussi pour ça que les professionnels doivent vous le dire. Une étiquette, c'est une étiquette, mais à un moment, on compare des plaisirs, et quand on met tout ça à l'aveugle, le plus important, c'est que chacun reconnaisse ce qui le fait vibrer. En tout cas, ça me fait vibrer. Poyer 2016, ça m'a moins fait vibrer que ce que la légende, en tout cas, autour de cette cuvée, nous aurait pu laisser penser. Bref, je ferme cette parenthèse. Je vous ramène vers cette lecture très parfaitement mûre, avec ce fond de jus de raisin intense, de cassis et de superbes notes de fougères fraîches, de petites instances un peu de mentholé, cette feuille de cassis. On est mûr et frais à la fois, et ça c'est la promesse de la Loire, particulièrement à Saumur. Et on est sur quelque chose d'une forme de naturalité d'expression que je trouve enthousiasmant. Moi, au milieu de tout ça, j'ai un petit peu de notes de réglisse fraîche, de notes en fait où on est dans le végétal confit un peu, vous voyez, d'angélique, de notes qui vont vous apporter un caractère presque spirituel au bouquet, avec une forme de décontraction du fruit totalement libéré que je trouve vraiment merveilleux. Beaucoup de précision dans ce vin. J'ai écouté d'autres cuvées au domaine que j'ai trouvé un petit peu moins précises, au buis par exemple, mais en tout cas, quand ça là, c'est vraiment un alignement des planètes merveilleux. Et je voulais évidemment saluer Performance, vous en parler un petit peu, en tout cas d'un point de vue aromatique et olfactif. Et ce que vous sentirez, en tout cas pour ceux qui ont ce coffret Absolument Rouge 3 bouteilles, la jutosité, le noyau, le caractère cerise-guigne, vous savez, cette cerise un peu mûre, bien acidulée, coupée après par des extraits secs assez francs, un peu de craie au milieu de la bouche, beaucoup de salivation, des tanins très poudrés, la classe ligérienne incarnée, 12,5 d'alcool, un message plutôt long et parfumé. Et voilà. Pour moi, c'est ça les grands. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de suavité, de la salivation et une intensité aromatique qui perdure. Voilà, c'est un petit peu la promesse de cette cuvée Les Châtaigniers. Chapeau en tout cas à Pierre-Adrien Vadé pour cette prouesse. Coup de cœur absolu. C'est moi, enfin je suis revenu, la première chose que j'ai fait de cette paulette de l'Anjou Noir, c'était d'envoyer un petit message à Pierre-Adrien pour lui dire bravo d'abord, mais surtout de pouvoir acheter ses bouteilles et de vous faire déguster évidemment tout ça en live. Ensuite, on terminera avec bien sûr une autre propriété qu'on a adorée. Alors là, bon, là on parle même plus de terroir ou de potentiel terroir ou de quoi que ce soit. On parle d'humanité, d'hommes, de personnes, de femmes et de hommes qu'on aime pour ce qu'ils incarnent. Et cet été, avec l'équipe de Chef d'œuvre, on est allé se promener à Margaux, on est allé bien sûr voir des grands domaines et des grands crus classés, patati patata. Mais en fait, quand on sort de ces grandes dégustations, la seule chose dont on se rappelle à la fin, c'est les hommes et les femmes qu'on a rencontrés. Et je pense que dans le monde du vin, bien c'est ce qui est le plus important. Et je voulais simplement vous parler un petit peu de cette propriété qu'on a déjà présentée chez Chef d'œuvre, le Clos du Juguéron, bien sûr. Cette famille absolument merveilleuse qui a commencé avec 4 hectares sur Arsac et qui aujourd'hui compose comme ça sur quelques hectares de plus entre Margaux et le Haut-Médoc,
et qui nous a fait vraiment vibrer. La visite au domaine est absolument lunaire. Vous arrivez dans une espèce de maison cachée au milieu des bois, tout en bois, avec un immense jardin à la maison. Des gens qui ont une forme de réflexion agronomique totalement différente, et surtout après, une approche de la vinification très particulière. Alors, c'est un peu complexe pour vous expliquer ça en vidéo ici, dans un live Instagram, parce qu'on rentre dans un détail technique très profond, mais l'approche de la vendange entière au domaine est très singulière. Enfin, je vous inviterai à réfléchir, à aller lire un petit peu ce qu'on a écrit sur les textes de chef-d'œuvre, avec cette vision en fait de quelqu'un qui a du bon sens et qui applique son bon sens de la viticulture à la vinification, et qui est absolument captivant. Et donc ce Claude Jogueron 2019, eh ben, c'est pas simplement juste un joli coup de crayon de haute, c'est une sensibilité, c'est quelque chose de particulier. Et ça fait partie, un petit peu comme on l'exprimait tout à l'heure avec ce Auberger 2019, ici Cuvée Paul, du renouveau un petit peu de ce que Bordeaux sait faire ou peut faire. Et je voulais simplement évidemment vous proposer ça comme étant un relais évidemment de curiosité sur ce que la région sait produire, avec des femmes et des hommes qui vont un peu plus loin que tout ce que l'on connaît naturellement. Et ces coffrets sont faits pour ça, ces vidéos sont faites pour ça, et j'aimerais évidemment vous parler un petit peu de ce Claude Jogueron 2019 en Haut-Médoc. Alors on est à la frontière évidemment de Margaux ici, hein, sur ces raisins. Les traitements en cave, en une cave d'abord qui est naturelle, dont la climatisation est naturelle. Enfin, il y a plein de choses qui sont absolument intéressantes à pointer du doigt sur cette propriété. On n'a pas simplement affaire à des gens qui réfléchissent écologie dans la viticulture ou autre, mais surtout sur le bâtiment, la manière dont le bâtiment a été construit il y a 20 ans, etc. C'est vraiment des gens qui avaient une forme d'avance en fait sur l'actualité. Quand on voit l'été qu'on a connu, les feux, ces surmaturités extrêmes parfois, et on se dit qu'il faut réagir, et eux avaient d'une certaine manière un petit peu imprimé ça dans leur choix de viticulture ou dans leur choix évidemment de bâtiments. Et donc on est en train de vivre une époque de transition, pas que dans les grandes régions comme la Bourgogne, etc., mais aussi dans des petites appellations partout ailleurs. Et cette réflexion va nous amener, je pense, vers des messages encore plus intenses. En tout cas, je l'espère, avec évidemment les très beaux raisins que nous a apportés 2022. Alors, je reviens au Médoc 2019. Vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est un millésime où tout est parfaitement mûr et vraiment frais à la fois. Et on arrive où on a fait mûrir, en fait, là, ici, encore les merlots de Cabernet à 13 d'alcool. Ce qui, sur Margaux, ici, sur ces secteurs de Margaux, va donner beaucoup de suavité, tout en étant complexe et profond. Donc, je vous en parle un petit peu. Au domaine, on ne prône pas beaucoup de bois neuf, on fait des gros élevages en 600 litres, c'est des boisés qui teintent très peu. On a beaucoup parlé des barriques avec Michel Théron au domaine et des choix d'élevage, parce que ça c'est aussi important, et je vous inviterai à aller lire un petit peu ses commentaires sur le site de chef-d'œuvre. Mais en tout cas, dans la restitution de ce Haut-Médoc, tout simplement, vous allez lire en fait la vraie signature de la rive gauche. On sait où on est, on sait que on est dans le Médoc et qu'on a un côté prégnant du Cabernet Sauvignon. On va savoir ce côté réglissé, ce fruit doux, cette dimension cassis un petit peu mûre mais fraîche à la fois, cette empreinte un peu végétale comme on avait tout à l'heure sur le Auberger, enfin ligneuse mais pas végétale. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être ligneux, frais, mentholé sans être poivron, c'est ça que je veux dire, ou trop feuille de cassis. Et ça, c'est un jeu d'équilibriste. Être mûr sur du Cabernet à 13 d'alcool, c'est une équation qu'une bonne viticulture peut apporter. On peut des fois avoir des messages, quand on vendange un peu court en maturité, un peu plus végétaux et peut-être un peu plus caricaturaux, en tout cas sur le Cabernet Sauvignon. Mais en tout cas, moi ce que j'aime dans ce vin, c'est que c'est là encore totalement apaisé. C'est très différent en termes de grains. Vous allez voir, si ceux qui ont ces bouteilles à la maison vont pouvoir comparer peut-être avec Auberger. En termes de grains et de structure de tanin, c'est totalement différent. On va dire que Pessac-Léognan, c'est Pessac-Léognan, avec Margaux, ça reste Margaux. Là, vous allez pouvoir vous plonger dans quelque chose de particulier. Réglisse feuille de menthe. Vous pensez à ça, quand vous allez boire ça, c'est vraiment le réglisse frais, la feuille de menthe, le tout posé sur un coussin assez doux et suave,
d'une petite gelée de cassis assez mûre, hein, vous voyez. Et on aura glissé un peu de péquillos au milieu de cette gelée de cassis, mais juste pour la teinte aromatique du souffle et de la rétro-olfaction. On n'est pas forcément à faire quelque chose d'extrêmement powerful, trop structurel. Là encore, on a quelque chose qui donne soif. Et ça n'a pas la même sapidité, la même minéralité que le Pessac-Léognan qu'on a goûté tout à l'heure, qui tirait beaucoup plus la salive sur le cœur de bouche. Par contre, on a quelque chose d'onctueux et de suave, un peu ce côté édredon de la matière, qui est très typique évidemment de secteur de Margaux et de Rive Gauche, où en fait on est dans la suavité, hein, sans forcément avoir la même granulométrie que les terroirs fins de Pessac. Et j'aime cette idée que là encore, on ait ces nuances tactiles dans ces appellations, parce qu'elles doivent être respectées, elles doivent être un peu codifiées. Et on échappe évidemment à tous les codes modernes ou boisés ambitieux entre guillemets de l'élevage, où on n'a plus du tout d'instances un peu torréfiées, moka et autres. Donc tout ça nous amène vers un plaisir assez suave, intense et à la fois plein de promesses, puisque là on est au début de l'histoire pour ce Médoc 2019. Je pense que ça sera quelque chose qui va vieillir vraiment très très bien. On le sait, hein, ces millésimes qui concentrent maturité, acidité ont ces agréments de vieillissement, mais on n'est pas totalement, évidemment, on n'a pas de la boule de cristal magique qui nous permet de tirer totalement les conclusions. Donc évidemment, on met évidemment quelques guillemets autour de ça. À mon avis, quand même, ça devrait être quelque chose de vraiment merveilleux. Voilà, donc on a affaire à ce Clos du Jogueron 2019 qui est très très chouette et qui donc dans ces différents coffrets benchmark un petit peu une offre très 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 belle également. Voilà, vous voyez 2 Bordeaux dans les coffrets de chef-d'œuvre. Je peux vous assurer que ça n'arrive pas très souvent, mais on est fiers évidemment de vous présenter ces propriétés qui nous font vibrer d'un point de vue sensoriel, tactile et aromatique. Bien sûr, vous serez les seuls juges de ces plaisirs quand vous allez pouvoir les déguster à la maison. Et donc je terminerai tout simplement avec salut à tous, bien sûr à la team Vinop qui nous rejoint là. Je voudrais simplement terminer ce petit live Instagram avec les coffrets qui s'appellent Terroir de légende. Alors Terroir de légende, vous savez, c'est 2 bouteilles avec des programmes de dégustation qui sont plus fondés sur une bouteille de grand pédigré à vieillir et des fois une bouteille de grand pédigré à maturité. Donc vous n'avez pas reçu toutes les mêmes choses, puisque évidemment on parle de vins plutôt rares, difficiles à sourcer, dans lesquels on va avoir l'émotion totalement différente. On a le Clos du Jogueron 2015 en Margaux et sur la grande bouteille, et ça je peux vous assurer que c'est une bouteille exceptionnelle. Moi ça m'a foutu une émotion dans le dos absolument dingue, donc vous voulez absolument faire déguster ça pour ceux qui ont reçu cette bouteille. Et puis après, on va composer avec différentes cuvées. Alors il y en a qui ont reçu des côtes rôties sur les coteaux de Tupin, d'autres qui ont reçu des pommards sur les frémiers, sur une très très belle propriété, et puis d'autres qui ont reçu des grands terroirs de Champagne. On vous laissera découvrir un petit peu ça. Dans ces coffrets, on y va par petites batch, par petite sélection, et c'est évidemment des émotions qui sont liées bien sûr à la supériorité de ces terroirs un petit peu identifiés, qualifiés, mais surtout par rapport aussi par au savoir-faire de chacune et chacun. Donc on va pas trop rentrer dans les détails, mais ce coffret Terroir de légende, c'est celui qui connaît aujourd'hui un des plus grands succès de ces coffrets de chef-d'œuvre, et j'aimerais évidemment remercier les personnes qui nous suivent pour ça. On veut vraiment montrer le potentiel de ces grands terroirs quand les vins ont un peu de sagesse et un peu de maturité, parce qu'on le démontrait encore hier soir dans un masterclass ici chez Chef-d'œuvre avec plus de 15 bouteilles. C'est vraiment à l'aveugle, et quand les vins ont 15, 20, des fois 25 ans, que l'on s'aperçoit que les barrières tombent. Et pour avoir hier soir servi à l'aveugle un vieux Bandol avec un très grand cru classé de Saint-Estèphe côte à côte sur des comptes d'âge un peu similaires, on s'aperçoit qu'une bouteille à 30 € vaut largement en plaisir certaines bouteilles qui en valent 250. C'est ça mon point, et c'est ça pour ça qu'on va créer un petit peu ce coffret, c'est de démontrer un petit peu l'intensité qui se dégage de ces grands terroirs de légende à maturité, puisque c'est un peu la promesse de ces grands vins de lieu, hein, qui vont un petit peu au-delà de ce que les autres proposent sur les extrêmes jeunesse. Voilà, alors je termine ce live tranquillement en vous rappelant un petit peu les points clés de cette soirée, de ce mois de septembre, de ce programme de mois de septembre. Vous l'avez compris, différents coffrets, différents plaisirs, un gros focus sur 2019 qui est bien sûr cette vendange qui dans l'Hexagone nous aura régalé, qui surtout offre une cohérence entre guillemets, même sur ces appellations inattendues de qualité magnifique. On parlera bien sûr du chef-d'œuvre Lab d'octobre
de novembre, pardon, je me rattrape, qui aura lieu donc et qui vous amènera tranquillement vers les fêtes de Noël. On vous prépare quelque chose de très chouette. Pensez également à cette soirée du 28 septembre, ici au 55 rue de Châteaudun, pour ceux qui veulent prendre leur place, avec les cèpes et la rencontre avec cette vigneronne australienne qui nous a fait chavirer de bonheur par ses vins, Emmanuel Baker, qui sera là avec nous. Elle fait le déplacement spécialement, donc vous pouvez imaginer quand même qu'elle vient pas d'à côté. Bref, tout ça, c'est l'actualité de chef-d'œuvre, c'est l'actualité de ce qui fait vivre ce club d'amateurs et d'acheteurs de vin depuis 10 ans. Et c'est ce qui, bien sûr, nous permet de vous rencontrer toutes et tous autour de ces lives Instagram. Sur ces mots, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une belle soirée, un bel apéritif, beaucoup de plaisir, un début de semaine comme ça, évidemment, comme on vous les souhaite le plus joyeux, avec beaucoup de sourires et bien sûr de plaisir autour du vin. Sur ces mots, belle soirée à tous et à bientôt autour d'un verre.